Bienvenue, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dimanche en politique dans votre région. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors après la pause estivale, les affaires reprennent, les annonces aussi. Il était attendu, il a été retardé, puis finalement dévoilé ce jeudi par Emmanuel Macron. Il s'agit du plan pauvreté, mal logement, difficulté à boucler ses fins de mois, renoncement à se soigner même parfois. Comment lutter contre cette précarité? On en débat avec nos invités. Monique Iborra, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Haute-Garonne. Vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron lors de l'annonce de ce plan. Face à vous, Myriam Martin, bonjour. Bonjour. Conseillère régionale d'Occitanie sous la bannière Ensemble, mouvement associé à la France Insoumise. Tout à fait. Et enfin, également avec nous, un militant, François Piquemal. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Droit au logement à Toulouse. Alors avant de démarrer, Laurent, quelques chiffres clés sur la pauvreté dans notre région. Oui, l'Occitanie, c'est la troisième région de France la plus impactée par la pauvreté, derrière les Hauts-de-France, l'ex-Provence-Alpes-Côte d'Azur, non. Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, oui, voilà. et avec 17,2% de population qui vit sous le seuil de pauvreté, un seuil fixé à 1 026 € par mois de revenus. Dans le détail, les départements les plus pauvres, les plus touchés par la pauvreté sont l'Ariège, 18,5% de population, et le Tarn-et-Garonne, 17,2% de la population. Alors, quel regard portent les Toulousains sur la pauvreté? Vous êtes allé leur poser la question, Laurent, on écoute avec Laurence Beaufet derrière la caméra. Être pauvre, c'est ne pas être capable de répondre effectivement aux choses essentielles qui sont nécessaires pour vivre, c'est-à-dire un logement décent, une nourriture correcte, pouvoir se chauffer l'hiver et voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que la pauvreté augmente en France? Oui, et je pense qu'il faut prendre des mesures. Quel genre de mesures? Au niveau du logement social, au niveau de l'éducation, essentiellement. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics luttent vraiment contre la pauvreté? Non, j'ai pas cette impression-là, effectivement. J'ai plus l'impression qu'ils tendent à favoriser les plus riches pour le moment. Il y a l'image Macron, président des riches. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas s'occuper des pauvres? Si, il peut s'occuper des pauvres, mais c'est un peu curieux parce qu'effectivement, il a avantagé une grande partie de gens très fortunés et évidemment, les gens attendaient justement qu'il s'occupe des pauvres. C'est vrai que les plans, il fallait les faire bien il y a longtemps. C'est un peu trop tard maintenant, mais bon, on peut toujours arranger les choses. Alors, en premier rapide tour de table, j'aimerais savoir, selon chacun d'entre vous, concrètement aujourd'hui, ça veut dire quoi être pauvre? Monique Iborra, en quelques mots. Être pauvre, c'est être considéré, peut-être penser que le pauvre est en dehors de la société et pas inclus dans la société, qu'il est pauvre et qu'ils peuvent penser qu'ils vont rester pauvres et qu'un article d'un journal l'a bien dit, en fait, ils sont à la merci des administrations. Et ça veut dire beaucoup de choses, c'est évident. Myriam Martin, être pauvre aujourd'hui en 2018. Je pense qu'il y a des choses plus concrètes qu'être en dehors des administrations. Être pauvre aujourd'hui, déjà, c'est ne pas pouvoir boucler ses fins de mois, parfois ne pas pouvoir avoir un logement ou un logement décent, c'est ne pas pouvoir manger correctement. Je pense que les chiffres de Secours Populaire en début de semaine sont très éclairants là-dessus. Il y a aujourd'hui presque 9 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc 3 millions d'enfants. Ça, c'est du concret, qui ne mangent pas à leur faim. Dans un pays aussi riche que la France, nous avons des millions de gens qui ne mangent pas correctement, qui ne peuvent pas accéder à une nourriture saine, qui ne peuvent pas soigner, vous l'avez rappelé en début d'émission, qui ne peuvent pas avoir accès, alors encore moins à la culture, aux vacances, etc. Donc ce sont des choses très très concrètes qui renvoient aussi concrètement à une véritable injustice sociale. François Piquemal, être pauvre aujourd'hui? Oui, être pauvre, c'est se poser des questions. Comment je vais faire pour manger à la fin du mois? Comment je vais faire alors que on a supprimé les APL pour éventuellement pouvoir offrir une sortie à mes enfants? Et la pauvreté, c'est aussi l'isolement. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont pauvres, ont honte. Alors qu'ils ne devraient pas, ils ne sont pas responsables des politiques injustes qui sont menées socialement, mais qui s'isolent du coup, qui culpabilisent. Et c'est le but aussi de l'association Droit au logement comme d'autres, c'est de dire vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas responsable et ensemble on va s'unir pour essayer
de recouvrir nos droits ou en tout cas d'en ouvrir de nouveaux. Alors, selon un sondage, 3 Français sur 4 doutent de la capacité d'Emmanuel Macron à lutter contre la pauvreté. Monique Iborra, c'est quoi? C'est cette image qui lui colle encore à la peau de oui. Président des riches? Oui, évidemment, c'est cette image qui est renvoyée pour le moment, et pourtant c'est une image qui ne correspond pas à la réalité. Parce que non seulement aujourd'hui, enfin hier, il a prévu un plan que personne n'avait prévu. Mais ça, c'est une sorte de rattrapage pour corriger le tir, justement? Non, absolument pas. Tout ce qu'il prévoit dans ces nouvelles politiques sociales, beaucoup plus qu'un plan, ce sont des politiques sociales. Et moi, personnellement, je n'aurais pas appelé ça un plan. C'est vraiment des politiques sociales qui sont attendues, mais qui, au bout d'1 an, avait fait le choix de ce qu'il avait dit, c'est-à-dire il faut produire avant de redistribuer. Il a pris un certain nombre de mesures qui étaient prévues, qui étaient toutes prévues. Celles qu'il a définies également étaient prévues. Et donc, on est là maintenant dans la 2e phase, dans la 2e année, qui va en effet, en même temps, traiter le problème de construire, de faire en sorte de réparer ce qui ne va pas, mais également d'avoir des politiques sociales qui viennent répondre à l'attente des Français. Je crois qu'on est dans cette phase-là et on va la mettre en œuvre. François Piquemal, ce plan, d'après vous, il prend suffisamment en compte la vie des personnes de terrain et des pauvres eux-mêmes? Je pense que le problème de ce plan, c'est qu'il a un manque de crédibilité et de cohérence, sur la forme et sur le fond. Sur la forme d'abord, parce que notre président a eu à de nombreuses reprises des mots qu'on pourrait qualifier de malheureux, voire méprisants vis-à-vis des plus modestes, les fainéants. Mais ça, quelque part, c'est avant ceux qui ne le sont plan rien. lui-même. Oui, bien sûr, mais sur le fond, alors allons-y. En même temps qu'on annonce ce plan, on s'apprête à voter une loi, la loi Elan, qui est une loi anti-pauvre XXL, qui va mettre en péril de nombreux locataires qui ont du mal à payer leur loyer. Les délais pour essayer de se sortir, pour essayer d'éviter une expulsion, va être raccourci de 2 mois à 1 mois. Vous allez avoir des pénalités si vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Le logement social, la loi SRU des 25% est totalement détricotée. Donc pour vous, ça annule le plan anti-pauvreté en quelque sorte. Mais si vous voulez, toutes les politiques qui ont été menées jusqu'ici vont dans le sens inverse d'un plan anti-pauvreté. On va laisser répondre Monique Iborra. Oui, juste sur la loi Elan, vous vous basez, parce que je suis bien allée voir votre site internet. D'accord. Et ce que vous disiez, parce que ça m'intéresse, vous vous basez, tout ce que vous dites là, vous vous basez sur les modifications qui ont été apportées au Sénat. Oui, pour le moment, on en est là de la loi. Et vous le savez. Mais ce risque pour les petits locataires, comme disait concrètement, pour les gens qui nous écoutent. Le Sénat n'est pas l'Assemblée nationale. Et nous allons avoir une CMP, c'est-à-dire une confrontation avec sénateurs, et je peux vous dire que tout ce que vous avez dit là, maintenant, ce que vous venez de dire, ne sera pas vérifié. Donc pas de risque pour les petits locataires. C'est un engagement. Ce ne sera pas repris dans la loi votée par l'Assemblée nationale. Donc pas de détricotage de la loi SRU. Bien sûr que non. D'accord, je prends acte. Bon, 25%. On revient au cœur du débat. Il est malhonnête. Votre argumentation est malhonnête. Non, alors là, parce que vous ne parlez pas de la loi votée. Vous parlez de la loi du Sénat. C'est la loi en cours, elle n'a toujours pas été votée. Elle n'est pas discutée aujourd'hui, Madame Iborra. Non, la loi, on ne peut partir que des faits. Non, on parle des textes actuellement. Des textes. Ce que vote le Sénat, et vous le savez, n'est pas ce que vote l'Assemblée nationale. Bon, on se retrouvera peut-être ici pour parler de cette loi Elan et du logement avec grand plaisir, je m'en doute, François Piquemal. Alors, parmi les mesures phares de ce plan pauvreté, on y revient, c'est les mesures qui sont lancées en direction de la petite enfance. Et c'est peut-être, entre guillemets, la nouveauté. Okay. On pense aux enfants pauvres, et surtout on pense à leur avenir. Alors Laurent, quelle est la boîte à outils mise en œuvre par le gouvernement? 3 mesures principales. D'abord, une mixité sociale renforcée dans les crèches avec la création de 90 000 places. Ensuite, un tiers payant pour les nounous, c'est-à-dire que les familles ne seront plus obligées d'avancer des sommes pour la garde des enfants. Et enfin, une tarification sociale dans les cantines, notamment des déjeuners à 1 €, même si de nombreuses collectivités de France et de Navarre l'ont déjà mis en place.
places, et parfois en deçà d'un euro, on a des collectivités où c'est 50 centimes d'euros. Oui, voire gratuit. Je voudrais dire deux choses sur Mireille Martin, qu'est-ce que vous retenez de ces mesures pour la petite enfance? D'abord, écoutez, moi je vais prendre un petit peu globalement, parce que sur la petite enfance, quand on voit les manques et les besoins dans les crèches, et je parle bien des crèches collectives aujourd'hui, 90 000 places, c'est peu de choses au regard des besoins actuels, si on regarde y compris les besoins dans tout le territoire français, je ne parle pas que de la région Occitanie. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même un côté absolument faux cul, même on pourrait lui décerner un diplôme de ce point de vue-là au président de la République. Il se rend compte tout d'un coup qu'il y a des pauvres et qu'il faut s'en occuper, avec, François l'a rappelé, un certain nombre d'attitudes, oui, méprisantes, y compris une forme de racisme de classe vis-à-vis des plus modestes et des plus démunis. Mais ça va quand même pas dans le bon sens, ces 90 000 places, c'est pas mieux que rien. Mais on peut pas considérer que c'est que mieux que rien. Quand on nous annonce un plan extraordinaire, un plan de 8,5 milliards en 4 ans, je vous rappelle quand même que la suppression de l'ISF, c'est 5 milliards par an, en moins quand même dans les poches de l'État. On pourrait d'ailleurs prendre de l'argent aux plus riches justement pour pouvoir mener des politiques sociales. Et aujourd'hui, ces politiques-là, c'est la montagne qui accouche d'une souris, avec en plus idéologiquement quelque chose qui est insupportable, parce que le vrai sujet dans ce pays, ce sont les inégalités sociales. Et quand on parle des premiers de cordée qui vont gentiment accorder leur aide, et qu'il faut accorder leur aide aux derniers de cordée, c'est une vision inégalitaire de la société. Sous-dimensionné ce plan, Monique Iborra? Bien sûr, il n'est pas sous-dimensionné. 8,5 millions sur 4 ans. 8 milliards, pardon. Le gouvernement précédent, c'était 2 milliards. Le gouvernement de Sarkozy, c'était 2 milliards. Donc, c'est 8 milliards. Et ces 8 milliards, ils ont des destinations très précises. Ils veulent, en effet, traiter le mal à la racine. Et on retrouve là la lutte contre les inégalités. Quand vous parlez des places de crèche, il ne s'agit pas de crèches partout. Il s'agit de crèches dans les quartiers en grande difficulté et ouvrir des places supplémentaires aux gens qui sont justement, qui font l'objet de pauvreté. Donc, c'est une mesure qui est ciblée et qui est en direction des pauvres. François Piquemal, vous qui menez des opérations comme par exemple un toit pour apprendre, oui. Ce plan axé sur la petite enfance, comment vous le jugez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on est dans le gouvernement en même temps. En même temps, on dit qu'on va offrir un petit déjeuner aux enfants de REP+, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en même temps, à Toulouse, par exemple, il y a 50 à 60 familles qui sont toujours dehors, alors qu'il y a un an, c'était le plan logement d'abord et on nous annonçait ce qu'on allait voir. Des enfants des familles dont les enfants sont scolarisés, qui vont peut-être avoir un petit déjeuner le matin, mais qui, la nuit, auront dormi dehors. Et puis, vous dites 8 milliards. 8 milliards, d'accord, mais ils sont à mettre pour 9 millions de pauvres à côté des 25 milliards pour les 350 000 personnes qui payaient l'ISF et qui ne le payent plus aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une disparité et une incohérence dans les mesures qui sont prises. Et ce plan pauvreté, malheureusement, nous on espère que ça puisse améliorer la vie de gens, vraiment. Mais on a plus l'impression qu'il s'agit d'une opération de communication pour rétablir l'image écornée du président sur la question. Sur la gratuité, quand même, Madame Iborra, il faut être un petit peu honnête. La région, par exemple, Occitanie, elle le permet aux enfants démunis dans les lycées, parce que c'est sa compétence, et aux familles qui n'ont pas les moyens, par exemple, de financer gratuitement. Quand on annonce des petits déjeuners gratuits dans des REP+, alors je pense qu'il faudrait l'étendre beaucoup plus, mais y compris, il faut parler de gratuité pour la cantine, et pas faire toujours donner cette idée toujours qu'il faut de toute façon payer, etc. C'est de la solidarité. Ça a été le cas à Toulouse, il y avait des repas gratuits qui désormais sont passés à 1 euro. Pourquoi même mettre des repas à 1 euro quand les gens en ont besoin? Parce que ça fait 365 euros par an. Quand les gens ont besoin de manger, on ne se pose pas la question de les faire payer. Est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte des contraintes budgétaires? Mais les contraintes budgétaires, on l'a dit, écoutez, de l'argent, il y en a dans ce pays. Il y en a dans la distribution des dividendes du CAC 40, 50 milliards l'année dernière. Il y en a dans la fraude fiscale, dans la fraude sociale. Il y en a dans les 100 milliards qui sont donnés sans beaucoup d'effets en termes d'exonération, de toute aide possible aux entreprises. Et on nous dit que c'est extraordinaire. C'est assez simple. Si les riches sont moins riches, les pauvres seront moins pauvres. Je pense qu'effectivement, quand on parle de ruissellement, moi je préfère parler d'une véritable répartition des richesses. Rapidement, pour conclure. Oui, juste, on ne parle pas du tout de ruissellement. Donc, ce que je voulais dire. Oui, de miette, on peut parler. Mais non, on ne parle pas de ruissellement. C'est pas ça du tout. Vous êtes Il nous reste des
dossiers abordés encore importants, rapidement. Vous êtes toujours sur la même discours. Vous dites toujours la même chose. Nous voulons vraiment faire sortir les pauvres de leur pauvreté. Vous constatez en effet qu'ils sont pauvres et qu'ils restent pauvres. Eh bien, ça ne vous gêne pas plus que ça. Et nous voulons les sortir de la pauvreté. Vous n'allez pas nous le faire à l'envers quand même. Non, mais je vous n'allez pas nous le faire faire à l'envers. Vous avez servi que les plus fortunés depuis 18 mois que vous êtes au pouvoir. C'est la réalité de votre politique. Est-ce que vous voulez défendre? C'est la réalité de votre politique. On ouvre notre dossier qui, à mon avis, va vous faire réagir aussi. On ne va pas calmer l'atmosphère. C'est celui des prestations sociales qui coûtaient un pognon de dingue, comme l'avait déclaré le président de la République à une époque. Et pourtant, selon une enquête du ministère des Solidarités, parue le 7 septembre dernier, ces allocations produisent bel et bien des effets. Christine Ravier et Nathalie Fournis sont allées vérifier sur le terrain. Tristan Simon a 39 ans. Il travaille dans le service à la personne auprès de jeunes enfants, mais il est passé par une période difficile. Le chômage, puis 2 ans de RSA. Sans le RSA, je ne pouvais pas me payer mon loyer, c'est sûr quoi. J'étais à 0, voire même moins. Je faisais un repas par jour, 2 de temps en temps, et très peu de sorties. Voilà. J'aurais pu vraiment y rester, je pense, plus d'une fois. Je pense que j'aurais pu faire des choses qui ne me ressemblaient pas. Pour d'autres, bénéficiaires actuels du RSA, c'est une bouée de sauvetage sans laquelle rien n'est possible. C'est important, moi j'en ai besoin de toute façon, surtout qu'en ce moment je suis SDF. Donc, Et ça vous aide à quoi? À vivre le mois, dehors, essayer de trouver un foyer, m'habiller, et puis voilà, m'en sortir quoi. C'est indispensable? Ah oui, c'est indispensable, sinon il n'y a plus rien. C'est un constat que fait François de Santi tous les jours au Secours populaire de Montauban. 300 familles viennent ici pour des besoins de première nécessité. Pour lui, on fait un faux procès aux bénéficiaires des prestations sociales qui tentent juste de survivre. Le problème de ces aides sociales, c'est qu'elles sont souvent trop faibles pour permettre de vivre et de rechercher un emploi. Parce que la recherche d'emploi, c'est un coût. Quand on connaît le montant du RSA, qui est d'environ 500 €, ces personnes sont confrontées à un choix. Ou je remplis le frigo, ou je cherche du boulot. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Le système de redistribution français est loin d'être parfait, mais d'après une étude publiée par le ministère de la Solidarité, il permet de réduire le nombre de gens en très grande précarité. 13,6% de la population en 2015 contre 17,6% en moyenne en Europe. La France est le pays européen qui consacre le plus d'argent aux prestations sociales devant le Danemark et la Finlande. Pour Serge Clément, bénévole à l'ARPAD qui accueille des personnes sans domicile fixe, ce système a une fonction symbolique essentielle. Quand on touche une allocation, ça veut dire je compte encore, malgré mes soucis, malgré tout ce qui m'est arrivé, perte d'emploi, divorce, je ne sais quoi, puisque tout est souvent très imbriqué. Malgré ça, il y a au-dessus de moi, quelque part, quelque chose qui me dit « Non, non, écoute, on te soutient ». L'État le prend en compte et vraiment leur dit « Je ne vous abandonne pas ». Dans cet esprit, sans doute, Emmanuel Macron a annoncé la création jeudi d'un service public de l'insertion. Objectif, un accompagnement pour chaque personne qui s'inscrit au RSA. Autre annonce également ce jeudi, la création d'un revenu universel d'activité avec un mot important, celui d'activité. Ça veut dire quoi, Monique Borra? On refuse des offres d'emploi, on perd ses prestations sociales ou pas forcément? Ça veut dire que, dans un premier temps, on doit simplifier les minima sociaux. Aujourd'hui, il y a 12 minima sociaux. Il y a le plus important, le RSA, l'adulte handicapé, un certain nombre d'autres. Et ces allocations sont payées en référence aux 2 années précédentes. C'est-à-dire qu'on est dans un système complètement kafkaïen où les gens ne comprennent rien à ce qu'ils peuvent demander, à ce qu'ils doivent demander. On est obligé de leur faire une information. Il y a 30% des gens qui pourraient être au RSA qui ne le demandent pas. Et je vais vous dire pourquoi ils ne le demandent pas. D'une part parce que, évidemment, il y a une complicité administrative énorme, mais en dehors de ça, à partir du moment où il est très difficile d'avoir sur l'année en cours la situation de la personne, il y a beaucoup
non pas d'impayés, mais en tout cas de récupération par l'administration de sommes indues. Et de ce point de vue-là, on est dans quelque chose qui est complètement kafkaïen. Donc, on simplifie, et ensuite on crée un grand service public avec les collectivités locales, mais c'est l'État qui prend la main, en particulier sur le RSA. On pourra revenir dessus avec les conseils départementaux. Aujourd'hui, les gens qui sont au RSA ne sont pas suivis réellement comme il le faudrait pour accéder à un emploi. Et donc ça... Mais ça, on l'entend depuis longtemps. Absolument. Quand on a inventé le RSA avant, il y avait le RMI, oui. On attendait déjà mais ça. Mais jamais personne, justement, jamais aucun gouvernement n'a tenté de modifier, y compris la philosophie. Myriam Martin, votre avis sur ce revenu universel d'activité? Ce n'est pas une question de philosophie. D'abord, j'ai une crainte sur ce revenu-là. D'abord parce qu'il est conditionné. Aujourd'hui, on pense bien que ce qui va se produire, et qui se produit déjà, et qui est toujours la même chose, ce qui explique d'ailleurs que les gens ne demandent pas aussi le RSA, hein, la honte, la culpabilité, la culpabilisation aussi, parce que c'est ce qui se produira avec ce RSA. Ne parlez pas de la complexité. Qui culpabilise? Quand vous parlez de culpabilisation, c'est qui culpabilise les pauvres? Aujourd'hui, on a dans la société, y compris dans les dirigeants politiques, alors là, ces dernières années, je dirais toutes tendances confondues, qui ont culpabilisé. L'idée, par exemple, qui est insufflée d'assistanat, etc., alors quand il s'agit de solidarité ou de droit, tout simplement, est assez insupportable. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que, sur ces minima sociaux, vous dites un petit peu n'importe quoi, Madame Iboura, il y a trois grands minima sociaux, et après il y a des allocations, il ne faut pas tout mélanger, et c'est pas cumulable, sauf un petit peu pour l'aide au logement, c'est pas cumulable. Donc la vraie question, c'est pourquoi vous n'avez pas augmenté ces minima sociaux? Si on l'a vu dans le reportage, bien sûr qu'ils aident, mais ils ne sont pas suffisants pour sortir la tête de l'eau. Et on l'a vu encore hier. À quel niveau mensuellement? Aujourd'hui, il faut réfléchir en termes minimum de SMIC, mais nous, vous savez que le SMIC, pour nous, il ne peut pas être se cantonner à 1 120 € net par mois. On le sait, on ne peut pas vivre avec moins que ça, surtout quand on a des enfants, surtout qu'on a le droit aussi de ce qu'on disait, de se déplacer, de manger sainement, de prendre des vacances, d'avoir des activités. Je ne vois pas pourquoi certains pourraient le faire et d'autres ne pourraient pas parce qu'ils seraient mal payés. Et la pauvreté dans ce pays aussi. Donc c'est les minima sociaux qui sont insuffisants. C'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps. Mais c'est aussi les salaires, parce qu'il y a des travailleurs pauvres. Et la question des salaires, aujourd'hui, elle se pose également. François Piquemal, sur ce revenu universel d'activité. Oui, écoutez, je pense que ce qu'attendaient de nombreuses associations, et là-dessus elles étaient d'accord, c'était une revalorisation du RSA. Et y compris pour les 18-25 18-25, qui ont peut-être été Mais dans oubliés. ce plan, je voudrais y revenir, il y a quand même des grands oubliés. Il y a les lieux de vie, on en a peu parlé, c'est-à-dire que selon le quartier où on vit, selon la commune où on vit, on est en inégalité par rapport à d'autres endroits. Prenons les quartiers de Tabar, Papus, Bordelongue, où on souffre de la pollution, de la relégation sociale, et où ça a des impacts sur la santé concrets. Et puis il y a nos anciens et nos anciennes, dont j'ai très peu entendu parler, qui supportent le poids de la CSG, à qui on a coupé des APL. Et nous, on voit dans nos permanences de plus en plus d'entre elles et d'entre eux venir parce qu'elles n'arrivent plus ou ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et même dans une ville comme Toulouse, en plus, ils doivent supporter une austérité qui a été faite sur les transports en commun, ce qui limite les cadres de sociabilité. Donc on voit que le chantier, malheureusement, est vaste et qu'il devrait aller au-delà d'un plan de pauvreté qui, à notre sens, est insuffisant s'il ne prend pas en compte tous les secteurs de la vie, à commencer par le logement, qui est aussi le parent pauvre de ce plan pauvreté, et que la loi Elan va certainement fragiliser encore les locataires. Monique Iboura, sur les 18-25 et les plus âgés dont on vient de parler. Juste un mot, par rapport aux associations qui ont été largement, peut-être pas la vôtre, je le regrette si ce n'est pas le cas, les associations qui ont été largement consultées, qui continueront à l'être, où il y aura des réunions publiques. Les associations, je les ai entendues comme vous, elles sont beaucoup moins critiques que vous. Peut-être en tel temps. Non. Vous avez dû entendre celles qui vous arrangeaient. Notamment sur la question des minima sociaux et sur la revalorisation qui n'existe pas. Je pense que sur les APL... Sur les 18 à 25 ans. Sur les 18 à 25 ans, il y a un dispositif qui a été mis en place, d'ailleurs en 2016, qui ne date pas d'aujourd'hui. Le président Hollande. Absolument. Qui est largement financé par les fonds européens.
très largement, et c'est la raison pour laquelle on peut l'utiliser et on peut encore augmenter le nombre de jeunes, 500 000, qui vont pouvoir bénéficier. 860 € par mois à peu près, c'est ça? À peu près, avec, et c'est toujours notre priorité, une insertion professionnelle. Alors justement, Laurent, c'est notre priorité. Quels sont les outils, Laurent, vers cette insertion vers l'emploi? Oui, c'est vraiment le second axe du plan anti-pauvreté. On a parlé du revenu d'activité universel, on ne revient pas dessus, mais aussi la création d'un service public de l'insertion, avec notamment, vous l'avez souligné, Monique Iborra, le fait que l'on mette en synergie les départements et les régions, puisqu'on sait que ce sont les départements qui sont chefs de file en matière sociale, et notamment dans la gestion du RSA. Les régions en matière de formation aussi, d'école de la seconde chance, comment vous avez pris ce dispositif, Myriam Martin, conseillère régionale? Il y a une contradiction qui est extraordinaire, parce qu'en même temps qu'on a le plan pauvreté, on a quand même quelque chose qui court qui s'appelle la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui va être assez désastreuse quand on regarde les orientations qui sont prises, avec une menace réelle sur la formation professionnelle publique, notamment des lycées professionnels, suppression de postes, etc. Donc ça veut dire qu'on va moins former des jeunes qui seraient intéressés ou qui potentiellement pourraient suivre des études au sein du lycée professionnel public. On a des CFA qui sont menacés, puisque ce n'est plus la puissance publique qui, de ce point de vue-là, dirige la politique au niveau régional. On aura des CFA qui vont être des petits CFA qui peuvent être sacrifiés en zone rurale, ou tout simplement parce qu'ils sont petits, pas intéressants, ou qu'ils n'offrent pas suffisamment de nombre d'apprentis, c'est les grands CFA qui vont être favorisés. Donc là, il y a une contradiction qui est complètement totale. Et ça, c'est une réalité qui inquiète l'ensemble des régions en France. C'est pas une nouveauté. En 30 secondes, on arrive à la fin de l'émission. Il y a quelque chose de contradictoire. En 30 secondes, de ce qui est dit là, c'est une augmentation qui ne tient pas. Je vais vous dire pourquoi. Pour une bonne raison. Depuis que la réforme de la formation professionnelle, particulièrement l'apprentissage, a été envisagée avec l'Éducation nationale, d'ailleurs, avec le ministre de l'Éducation nationale, il y a une demande de rentrée en apprentissage de plus 40%. Donc, ce que dit madame, c'est l'attitude. Tout ce que nous faisons, en fait, doit être rejeté parce que nous ne faisons rien qui puisse convenir. Parce que, évidemment, si ça convenait, eh bien, la France insoumise aurait du mal à exister. C'est une évidence. Ah oui, ça serait une bonne chose. Si on était écouté sur l'ensemble des politiques qu'on propose, peut-être on n'aurait pas les mêmes problèmes, madame Iborra. Oui, et je vous assure que sur la formation professionnelle, on va le voir très rapidement. Rapidement. Oui, rapidement. Je pense qu'une mesure de justice sociale, ce serait l'encadrement à la baisse des loyers. Malheureusement, la loi Elan va la détricoter aussi, ce qui était possible jusqu'ici, et rendre les APL aux 13 millions de personnes qui en bénéficiaient, parce que c'est un vol qui a été fait sur le dos des plus pauvres. On en reparlera du logement, parce que c'est vrai que finalement, on n'en a pas parlé tant que ça, notamment sur ce plan. Merci à vous trois d'avoir accepté de débattre avec nous. Une émission qui est terminée, mais le débat se poursuit sur notre blog. Laurent, avec notamment... Politique Café. La semaine prochaine, le débat ne sera pas plus calme. Je pense on débattra des chambres de commerce et d'industrie. Sont-elles au bord du gouffre? Dans notre région, ce serait 400 emplois, pas moins, qui seraient menacés. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Et d'ici là, passez un bon week-end sur France 3, Midi Pyrénées.